Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire avec, comme toujours, une pile de livres assez lourde dont je vais parler, même si dans cette pile il y a des livres que je vais assez rapidement évacuer parce qu'ils sont en cours de lecture mais en pause durant la semaine précédente et donc j'y reviendrai plus tard. Et puis d'autres que je vais reprendre un peu plus en détail. Parmi ces livres, alors ceux dont je vais non pas me débarrasser rapidement, mais que je vais laisser reposer un peu, parce que je n'ai pas avancé dans la lecture de ceux-ci, c'est Béton armé de Philippe Ramy, que j'ai commencé dans cette ville de Shanghai si extraordinaire, du moins extraordinaire dans la manière dont elle est décrite par Philippe Ramy, mais je ne vais pas en parler plus d'emblée parce que justement j'ai très peu lu, je ne sais même plus si j'ai lu quelque chose durant cette semaine ou si c'était la semaine précédente, mais voilà, c'est un livre qui assurément reviendra tout bientôt, comme la Pléiade Camus. Alors là, je crois que j'ai absolument pas ouvert ce livre durant cette semaine. Je m'apprête depuis un certain temps, je repousse ce moment, à lire donc Noces de Camus, mais ce sera pour bientôt, pas tout de suite. Je vais non plus pas m'attarder sur ma lecture parce que c'est une lecture qui se fait sur d'autres vidéos de d'Herborance de Ramus. J'ai lu tout récemment le chapitre 7 de la deuxième partie, toujours avec le même plaisir, et je vous invite à venir m'écouter lire à haute voix le d'Herborance de Ramus. Et puis, les autres livres m'ont un tout petit peu plus occupé, alors certains beaucoup plus, mais il y en a deux qui m'ont assez peu occupé, c'est mes autres lectures à haute voix. J'ai pourtant quand même pris un peu de temps pour lire avec le plaisir de se mettre en bouche des textes du XVIe siècle, toujours dans les Antiquités de Rome de Du Bellay. J'ai lu 2 poèmes de Du Bellay dans ces Antiquités de Rome, les numéros 4 et 5. La semaine précédente, je crois que j'en avais lu qu'un, ou même pas du tout, donc c'est vraiment des lectures sporadiques. Alors peut-être qu'à un moment donné, j'en lirai plus à la fois, je prendrai plus de temps, je m'immergerai plus dans cette poésie-là, qui voudra voir tout ce qu'ont pu nature, l'art et le ciel, Rome, te viennent voir. Rome, comme une ville qui contient en elle tout l'art et qui pourtant déçoit l'homme du XVIe siècle qui ne retrouve pas la Rome antique. Et de Rome antique, il en est question aussi dans les Essais de Montaigne. Dans les Essais de Montaigne, j'ai lu durant la semaine précédente 2 essais assez courts. Nous ne goûtons rien de pur, le chapitre 20 du livre 2 et puis le 21 contre la fainéantise, qui sont des essais plus traditionnels que les précédents, où Montaigne était véritablement dans sa propre auto-analyse quasiment, même si le terme est peut-être trop moderne pour ce personnage-là. Ici, on retrouve une dimension qui se rapproche plus justement de ce rapport à l'Antiquité qu'on a aussi chez Du Bellay, qui consiste à prendre les grands exemples antiques en considération et de réfléchir à partir d'eux. Et notamment sur la fainéantise, mais une fainéantise qui n'est pas celle de l'homme lambda, mais l'homme qui a du pouvoir, le chef d'État. Et donc c'est une réflexion d'ordre plus politique qui est
donné ici. Alors évidemment, la question du pouvoir des chefs d'État reste profondément d'actualité. Leur fainéantise peut-être aussi pour certains. Même si c'est pas cette dimension-là des essais qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est quand il parle de lui-même ou quand il pose des réflexions plus générales sur la nature de l'homme en passant par lui-même. Et là, donc, ce sont, j'allais dire, des essais de transition. Après des essais comme la liberté de conscience ou les précédents dont j'ai parlé, et puis ceux qui arrivent après aussi, notamment dans le livre 3, qui sont vraiment là, des choses qui nous remuent encore beaucoup, ben là, voilà, je suis aussi un peu en attente d'un autre Montaigne, du Montaigne qui pousse à une réflexion approfondie. Donc là aussi, je ne vais pas approfondir ma propre réflexion sur Montaigne. Pour l'instant, ça reviendra régulièrement. Ce sera un leitmotiv encore pendant longtemps, je pense, de reprendre les essais de Montaigne et d'essayer d'en tirer ce qui parle encore aujourd'hui, alors même que c'est un texte très ancien. Les autres livres que j'ai lus cette semaine, alors là, je les ai lus de manière plus importante. Et la question politique dont je parlais avec Montaigne, elle est au cœur de ce roman de Javier Cercas, Indépendance. J'avais parlé précédemment de Terra Alta, qui est le premier volume d'une trilogie, dont Indépendance est le deuxième, donc je suis en train de lire la suite, le troisième, c'est une histoire de château de Barbe Bleue, qui m'attend pour, quand j'aurai terminé celui-ci, j'en suis proche de la fin, mais le fin mot de l'histoire, puisqu'il s'agit quand même d'un roman policier, n'est pas encore donné, je ne vais pas vous le donner, je ne peux pas, puisque je ne l'ai pas encore lu, et qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce roman-là, indépendamment, ça va bien avec le mot indépendance, indépendamment de ce qui est de l'ordre de l'histoire racontée, que on doit s'interdire de redire quand il s'agit de romans policiers. Il s'agit d'une plongée assez éprouvante dont la Barcelone, la Catalogne contemporaine, et dans les grandes familles qui sont au cœur de la politique. On a une mère à Barcelone qui politiquement est, j'allais dire inconsistante, mais c'est bien ce qui est dit ici, c'est-à-dire qu'elle a commencé à défendre, elle a commencé par la défense des réfugiés avec des positions très à gauche, et puis petit à petit, il y a eu des attentats islamistes, alors elle s'est dirigée de plus en plus à droite avec l'idée de défendre les valeurs traditionnelles, les valeurs chrétiennes, etc. etc. Donc il y a un virage de cette personne qui suit peut-être l'air du temps, et puis elle est entourée d'hommes de familles qui sont les familles riches et les familles qui ont réellement le pouvoir dans cette ville de Barcelone, mais qui ont des comportements absolument ignobles et un chantage est fait à l'encontre de cette mère à propos d'une vidéo qui éclabousse également ses proches conseillers ou d'autres personnages de la haute société de Barcelone. Donc on est dans des lieux assez terribles de gens qui ont tous les droits. Vous savez, des gens qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, tout leur est permis. Les 36 procès qu'ils ont derrière eux, on les efface, comme un certain président des États-Unis à l'heure actuelle, en 2025, quand je fais cette vidéo. Donc, on est dans ces sphères-là où le mépris est ultra présent, où tout est permis. Et notre personnage principal, Melchor, le policier, qui lui
a des valeurs extrêmement forte, extrêmement sérieuse, extrêmement rigide même. Son modèle, c'est Javert, le policier des Misérables de Victor Hugo, qui va s'acharner à retrouver Jean Valjean, malgré tout. Et il a cet acharnement aussi. Javier Cercas, non pas Javier Cercas, mais Melchor. Ce qui est intéressant en me trompant ici, c'est que justement, il y a la présence à quelques reprises, presque pas assez à mon goût d'ailleurs, du roman précédent qui est censé être lu par les personnages. Alors, le personnage de Melchor ne lit pas le roman précédent, Terra Alta, mais on nous dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ce qui a été raconté? On instille le doute. Est-ce que tout ce qu'on a lu auparavant est vrai? Évidemment, on est dans du roman, donc forcément, non, ce n'est pas vrai, mais comme on est quand même dans du roman réaliste, on peut se poser la question, dans quelle mesure ces personnages de politiciens de la région de Barcelone ne font-ils pas allusion à de réels politiciens ou à des comportements réels? Bref, on plonge dans un marigot assez épouvantable, on essaye de s'y retrouver, on a aussi dans ce livre, comme dans le précédent, un va-et-vient entre les chapitres de l'enquête de Melchor qui petit à petit découvre les personnages qui transitent autour de cette fameuse vidéo qu'on utilise pour faire chanter la mer de Barcelone, et puis un témoignage dont on ne sait pas trop à qui il est fait, mais qui justement nous montre dans une certaine brutalité les horreurs faites par ces jeunes hommes qu'on a là sur la couverture, de bonne famille, bien coiffés, bien habillés, mais qui ont des pratiques absolument immondes. Et dans leur jeunesse, ils l'ont, et puis quand ils vieillissent un peu, qu'ils sont peut-être moins sveltes que sur cette image-là, ça continue, où il faut cacher la merde sous le tapis. Et il y a notamment un personnage de flic qui est au service d'un de ces politiciens, de l'adjoint de la maire, qui est un certain Lomas surnommé Hématomas, parce qu'il fait couler le sang. Donc on voit ce milieu-là assez terrible. Et c'est un livre qui me plaît parce qu'il plonge justement dans le côté sale de la réalité, sans forcément en rajouter comme d'autres. J'avais lu par exemple dans le thriller français Franck Tillier, j'avais trouvé qu'il y allait trop dans le dégueulasse, quoi. Et là, oui, on est dans des choses affreuses, des histoires de viol, des histoires de manipulation, des histoires de gens qui sont considérés comme rien par ceux qui se considèrent, parce qu'ils sont nés dans la bonne famille, comme tout, et on les jette. Et voilà, mais c'est dit sans voyeurisme, c'est dit avec sans doute la révolte qu'il peut y avoir chez l'auteur face à ce monde-là. Révolte d'auteur face au monde, on l'a sans doute aussi, même si elle est beaucoup plus intellectualisée, chez Aurélien Barraud, dans l'hypothèse K, la science face à la catastrophe écologique, un livre là aussi que je suis en train de lire, un livre qui essaye de penser la place de la science et de critiquer la science telle qu'elle est exercée aujourd'hui face à la catastrophe écologique. Aurélien Barraud est astrophysicien, c'est un scientifique qui s'exprime beaucoup sur ce qu'il appelle la catastrophe écologique, qui aujourd'hui est une évidence, qui va plus loin que le réchauffement climatique, avec l'effondrement de la biodiversité, les limites planétaires qui petit à petit sont toutes franchies. Et la science, face à tout ça, c'est à la fois elle qui alerte, c'est par la science qu'on sait qu'on court à la catastrophe,
mais il y a dans le fonctionnement même de la science des choses qui font que ça ne peut pas continuer comme ça dans les institutions scientifiques, dans la manière dont la science se présente notamment comme une solution, mais solution qui ne pense pas le problème jusqu'au bout. Parce que si l'on veut trouver une réelle solution, ce qu'on appelle le techno-solutionnisme n'est pas la solution, parce que c'est ne pas réfléchir à ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est en train de nous échapper. Et il faudrait donc changer de valeur. Et la science doit aussi changer de valeur, comme il le dit à plusieurs reprises, critiquant principalement les institutions scientifiques, mais finalement aussi ceux qui pratiquent ces activités scientifiques dont on voudrait des retombées technologiques rapides. Il a notamment une critique assez extrême, assez importante contre les intelligences artificielles. Voici par exemple ce qu'il écrit sur ChatGPT, qui aujourd'hui est au cœur de nos réflexions. Ferdinand de Saussure rappelait qu'on ne doit pas confondre le langage avec son usage instrumental. Ce que les agents conversationnels type ChatGPT, Gemini et ses successeurs ne peuvent pas intégrer. Eux confondent le langage avec son usage instrumental. Certains journaux ont initié ce processus en réécrivant les textes qui leur sont soumis ou les interviews qui leur sont accordées. Cet oubli de ce que le style, son éperon, contribue évidemment au sens révèle de l'aberration. Les intelligences artificielles vont plus loin en tuant littéralement toute la chaîne référentielle qui constitue le cœur définitoire du langage. Même approximatif ou imparfait, un texte vaut en ceci que chaque signe renvoie à son auteur ou à sa créatrice. Un compte rendu de consultation ou un chapitre de thèse écrit par ChatGPT à partir de mots-clés livrés par le médecin ou la chercheuse, viole le pacte fondamental de l'idiome. La douce et anxieuse exégèse d'un texte, même la plus futile ou le plus trivial, repose sur la promesse non dite de ce que chaque lettre, chaque mot, chaque forme grammaticale doit pouvoir en principe livrer quelque chose de l'auteur ou de la locutrice et de leurs propres arborescences symboliques. Il y a toujours palimpseste. Alors, il y a dans le vocabulaire d'Aurélien Barraud une précision qui parfois rend cette lecture difficile parce qu'il utilise des mots rares dont on aurait besoin parfois qu'ils soient définis pour lecteurs moins spécialistes. Lire un texte, par contre, alors la phrase suivante, celle-là, elle m'avait frappé parce que je la trouve très forte. Lire un texte écrit par une intelligence artificielle revient à faire l'amour avec une poupée gonflable. Tout y est, sauf l'amour. Plus qu'insipide, ces perspectives déliquescentes dévoilent nos dépendances nécro-technophiles. Le dénoncer relève de la plus extrême urgence, mais la tâche ne saurait échoir ni à la science, ni à ses mandataires ou ses ambassadrices. Alors, il y a donc cette critique-là de la technologie et surtout du fait que finalement, ces technologies, comme l'intelligence artificielle et d'autres, finalement, elles apparaissent, on nous dit c'est comme ça, c'est là, il faut s'adapter, il faut les utiliser.
avant même de se poser la question de manière plus précise en se disant est-ce que nous en avons besoin ou pas et quelle société voulons-nous construire, quelle société devons-nous construire étant donné la catastrophe écologique actuelle, puisque les intelligences artificielles bouffent une énergie considérable et des choses comme ça qui entrent en ligne de compte. Et donc, il développe une pensée qui est à la fois de l'ordre de l'amour de la science et de sa critique, ou de la critique de ses dévoiements, avec des choses qui sonnent comme évidentes. Il y a un chapitre qui s'appelle L'évident que je viens de lire, qui montre des choses qui semblent, en tout cas à Aurélien Barraud, tout à fait évidentes, et notamment et puis, ce qui concerne finalement le fait que aujourd'hui la science est au service de son contraire, que la science fondamentalement ne sait pas ce qu'elle cherche. Elle cherche et ce qu'elle trouve la surprend. Et donc on ne peut pas évaluer la science, les démarches scientifiques, en attendant d'elle des résultats. Et d'autant plus que cette science aujourd'hui est en plus remise en cause par un retour massif de l'obscurantisme qui évidemment la fragilise encore plus. Voilà comment se termine le chapitre que je viens de terminer, qui est donc celui sur les évidences, et après c'est l'important, mais je ne sais pas encore ce qu'est l'important. Mais je termine par cette réflexion-là que je pose comme ça, d'Aurélien Barraud. Nombre d'obscurantismes font ou refont aujourd'hui surface. Évidemment, c'est une évidence, ça. Déni des faits, défiance envers les savoirs, crainte des conspirations, doute naïf ou malveillant, de l'oubli des bénéfices globaux de la couverture vaccinale à la remise en cause d'une théorie de l'évolution dont la subtilité et la beauté demeurent largement incomprises, les motifs d'inquiétude pullulent. Ces phénomènes sociaux terrifiants conduisent à des situations parfois tragiques et toujours préoccupantes. En ce sens, il serait effectivement légitime d'évoquer un manque de science, il le met entre guillemets, manque de science, dans notre société. Mais la question ne saurait se réduire à un appel à plus ou moins de science. La problématique est un peu plus subtile. Que la science, sous toutes ses formes, constitue un recours irremplaçable pour prévoir la position des astres, anticiper l'ampleur du réchauffement climatique ou faire face à une nouvelle pandémie relève de l'évidence qu'il convient naturellement de rappeler sans relâche. Il n'en demeure pas moins que rien ne justifie le désenchantement technodépendant de nos désirs et de nos imaginaires. Et là est l'essentiel, nos désirs et nos imaginaires, où au fond, on s'empêche de désirer des choses qui ne nous sont pas imposées, nos imaginaires qui sont cadrés avant même d'avoir pu penser, on nous dit déjà où aller. Et la science ne peut pas être réduite à « il faut trouver des solutions, il faut régler ce problème-là ». Non, c'est pas ça la science. C'est du désir, c'est de l'imaginaire. La science excelle en son domaine. Cela ne signifie pas que le réel s'y réduise. Et surtout, cela ne signifie pas que ses modalités et ses pratiques sont ossifiées, comme relevant d'une essence figée et identifiée. L'arrogance scientiste n'est par ailleurs certainement pas étrangère au rejet épidermique, certes regrettable, que les réflexions formelles suscitent parfois. Peut-être les
praticiens et praticiennes des sciences devraient-elles s'interroger sur leur tendance à confondre un succès situé avec une licéité sacrale. Alors là, on entre dans ce qui m'embête un peu dans la prose d'Aurélien Barraud. Une licéité sacrale. Je dois vous dire que j'en ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais voilà, il y a un peu cette tendance, un certain hermétisme qui parfois qui parfois m'embête, qui se veut peut-être quelque chose qui donne son intérêt à la langue, mais il y a une licéité sacrale. Voilà, je demande ce que ça veut dire, je reste un peu au seuil de sa licéité, c'est un mot qui m'est assez étranger. Voilà. La science peut bien éclairer le monde, mais elle laisse la nuit dans les cœurs, propose le sociologue Émile Durkheim. Peut-être faudrait-il enfin que les cœurs rejoignent le monde. Là, j'aime mieux, comme c'est dit. Alors l'important, ça viendra après. Je n'en suis pas encore à l'important, qui est le chapitre qui commence à la page 87, mais qui est celui que je lirai tout bientôt, donc j'en parlerai, je pense, la semaine prochaine. De la suite de cette hypothèse K, là aussi, je ne sais pas de quoi il parle encore. Ce K, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Voilà, donc je vous laisse un peu sur la brèche, je me laisse moi-même sur la brèche, au milieu quasiment de ce livre-là. Ce que j'ai terminé par contre, c'est le donjon de Naheulbeuk, ou du moins, tome 21, 22, 23, 24 et 25 de ce qui est la saison, puisque c'est découpé en saison, la 6e saison, si je ne me trompe pas, le tome 25, 6e saison, partie 6, du premier cycle du donjon de Naheulbeuk. Et ce premier cycle se termine donc, s'il y a un premier cycle, c'est qu'il y en a sans doute un second, ou un deuxième, un troisième, un quatrième. Le dernier livre, la date de 2019. Qu'est-ce qui est paru depuis? Je ne sais pas trop. Alors le donjon de Naheulbeuk, on retrouve ce que j'ai apprécié, ces personnages très typés qu'on voit ici, l'elfe qui est idiote, mais qui, parce que elle a réussi à obtenir un niveau supplémentaire des XP, des points de jeux vidéo, en plus a eu les seins qui grossissent, et puis le nain qui est insupportable, et puis celui qui se prétend être le chef, le ranger, le chef de l'équipe, mais qui n'est pas très autoritaire et n'est pas très suivi par les autres, puis une magicienne qui a tendance quand même parfois à se planter. Bref, on retrouve ces personnages-là, et puis on retrouve aussi dans la manière dont la bande dessinée est écrite, certaines originalités, des pages comme celle-ci qui résume à la manière d'une sorte de carte qui renvoie à une histoire écrite peut-être en noir et blanc, notre merveilleux tracé, donc notre voyage dans le désert des plaintes. Voilà, et puis on les retrouve dans les ruines d'un lieu étrange, et puis à la fin de cette saison, tous les personnages qu'on avait rencontrés auparavant, il y avait un personnage notamment de vampire qui apparaissait, il y a un personnage aussi de sorcier qui était celui qui possédait le donjon de Naheulbeuk et qui se l'est fait un peu voler par les aventuriers, et puis tous ceux qui participent à la guerre qui a lieu dans ce lieu-là, ils se retrouvent tous dans les mêmes ruines, avec en plus des morts vivants et un dragon. Bref, on a tout l'imaginaire du médiéval fantastique qui se joue à la même place.
héros de l'armée qui arrivent sur des oiseaux géants, etc., etc. Bref, on a tous les gros clichés. Et à la fin, comme par hasard, sans trop qu'on comprenne pourquoi, nos aventuriers qu'on suivait depuis le début, ben, ils s'en sortent contre toute attente. Enfin, si, on s'y attendait, parce que sinon, ça se serait arrêté tragiquement et on n'est pas dans une ambiance tragique. Donc le donjon de Nullbuck, ben, condense tout un genre dans la bande dessinée. Il existe, je crois, des romans dont ces bandes dessinées sont inspirées. Alors, je ne sais pas ce que ça donne en roman, j'avoue que je pense que je vais en rester à la version bande dessinée avec un grand plaisir dans le prochain cycle, même si je vais sans doute maintenant, dans mes lectures de bande dessinée, découvrir d'autres choses dont j'en parlerai la semaine prochaine, peut-être si j'ai commencé de nouvelles bandes dessinées, mais sinon, à coup sûr, je vous reparlerai de cette hypothèse K, je vous reparlerai de Javier Cercas aussi, je vous reparlerai sans doute d'Albert Camus et de Philippe Ramy et de Joachim, du Bellay, de Ramu toujours, de Montaigne encore et toujours, bref. Il y aura à nouveau de quoi se mettre sous la dent dans ce moment que je prends pour revenir sur ces lectures avec aucun plan préétabli. C'est-à-dire que tout d'un coup, ben voilà, je parle de ça, je réfléchis à haute voix, je bafouille, je pense tout haut. Et voilà, c'est une manière de lire et de partager la lecture que je propose. Et j'espère que ça peut apporter quelque chose à celles et ceux qui suivent ce que je raconte ici. Voilà.